Bonjour, cher Tai, cher Sangha. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre de l'an 2018 et on est dans la salle de l'Assemblée des étoiles au hameau du Bas. Et c'est le dernier renseignement avant la fin de notre retraite de 3 mois. Donc je ressens quelque chose de particulier, d'être là en train de parler à ceux qui ont passé les 3 mois ici. Ceux d'entre vous qui sont venus au village des Pruniers pour 3 mois ont fait l'expérience de passer par des hauts et des bas. Et peut-être que quelques-uns, ou à quelques moments, vous vous êtes demandé mais pourquoi je suis venu? Je vous demande parlons. C'est un bruit un peu fort, le bruit qu'il se mouche. Peut-être qu'à certains moments, vous vous êtes senti... vous avez eu l'impression que vous feriez mieux d'être quelque part dans une grotte, peut-être au Népal, ou quelque part, ailleurs, dans des montagnes. Quand on pratique ensemble, on doit vraiment se rencontrer et bien s'entendre. Si on ne s'entend pas bien, parce qu'on vit ensemble 24 heures sur 24, en fait, il y a des choses qui vont se manifester. C'est difficile de rester calme quand on vit 24 heures sur 24 ensemble. Beaucoup des pratiques que vous avez apprises durant ces 3 mois consistent à vivre en harmonie, comment bien s'entendre avec les autres, comment pratiquer la parole aimante, et aussi comment communiquer quand il y a une difficulté, un problème, mais avec la parole aimante, comment lâcher prise de vos préférences et peut-être de votre irritation, comment voir que l'autre personne est aussi en train de souffrir. Il faut peut-être voir et essayer de comprendre ces personnes de façon à lâcher prise des jugements. Et on a des pratiques comme le renouveau que nous faisons régulièrement. Et on fait ça de façon formelle, on s'assoit et on pratique, on exprime la gratitude, on reconnaît ce qu'il y a de bien chez les autres. Et on exprime aussi nos regrets les uns envers les autres. Il s'agit vraiment de renouveler, c'est une pratique de renouveau. On l'appelle, c'est aussi la saison de l'éclairage, parce qu'on se voit les uns les autres, on s'épanouit ensemble, on travaille ensemble, on se voit. Et on a ce qu'on appelle le regard de la Sangha, l'œil de la Sangha. Pour nous-mêmes, si on pratique tout seul, il y a un certain nombre de choses dont on va manquer par rapport à la pratique en communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'interagit pas. Et parce qu'on n'interagit pas, les choses ne se manifestent pas de la même façon. Alors, quand on interagit, ça nous permet de nous voir nous-mêmes. Mais on a aussi des points aveugles. Et ça nous aide beaucoup que les gens en qui on a confiance
devant qui on peut s'ouvrir, on peut recevoir leur regard, ce qu'ils pensent de nous. Et leur regard s'exprime avec beaucoup d'appréciation et ce regard concerne tout ce qu'il y a de beau et aussi ce qu'il y a de moins beau. Et on pratique ça pendant notre retraite de 3 mois. On s'éclaire les uns les autres, on éclaire la pratique les uns des autres. Et ça permet à l'autre d'avoir plus de liberté, de croître et d'être plus heureux. Parfois, ça peut faire un peu peur d'avoir des gens qui partagent comme ça sur nous. Je sais qu'il y a des gens qui s'enfuient, qui évitent. Mais en fait, quand ils acceptent de recevoir l'éclairage, ils se rendent compte qu'ils ne reçoivent que de l'amour. Et il arrive aussi que certaines personnes soient blessées. Mais on a aussi la compassion et on sait qu'on est tous en train d'apprendre cette pratique. Vivre ensemble, c'est une pratique en soi. Et dans un certain sens, on peut dire que apprendre à vivre ensemble, apprendre à bien s'entendre, c'est aussi le fruit de la pratique. Thay a dit que la fraternité, c'est la plus haute religion. Alors nous générons à la fraternité. Nous allons dans cette direction. Nous voulons avoir cet esprit. Il y a eu une étude à Harvard. C'est une étude qui a duré 75 ans et je pense qu'elle continue qu'elle se poursuit. Ils ont interviewé et demandé des informations à un groupe d'hommes aux États-Unis. Ça a commencé avec un groupe d'hommes aux États-Unis. Essentiellement, les questions portent sur quelles sont les conditions du bonheur et de la santé et en regardant tout au long de la vie. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que si vous voulez savoir ce qui fait une personne de 80 ans heureuse, parce que maintenant ce groupe a été suivi pendant 75 ans, maintenant ces personnes sont dans dans les 80 ans. Et quand ils regardent en arrière, ils se rendent compte que quand ils sont arrivés vers 50 ans, ce qui est mon âge à moi, qui je suis en train de parler, vous pouvez voir que toutes les conditions sont les mêmes pour tout le monde, pour ceux qui sont heureux et en bonne santé. Le résultat, en fait, c'est qu'il y a un facteur qui rend heureux, un seul. Et c'est pas le taux de cholestérol dans le sang. C'est pas beaucoup de choses auxquelles vous pourriez penser. Mais en fait, le facteur unique qui ressort de cette étude, c'est que ces personnes heureuses, qui sont heureuses, ont dit qu'elles avaient de bonnes relations. Elles ont de bonnes relations, des relations en qui elles peuvent avoir confiance. Et il semble que ce soit quelque chose d'essentiel pour une vie heureuse. Dans une communauté, on est béni parce qu'on a vraiment beaucoup de connexions profondes les uns avec les autres. Et il y a beaucoup de confiance les uns pour les autres dans la communauté et ça nous permet d'être ouverts et libres de nous exprimer.
Et bien sûr, les relations, quand on parle des relations, ce qui vient à mon esprit, quand j'ai entendu parler de cette étude, je me suis dit, mais quelle est la relation que nous entretenons avec nous-mêmes? Est-ce que nous nous faisons confiance à nous-mêmes? Ça doit aussi être important. La relation que nous avons avec la société, avec la terre-mère. Ça doit compter aussi comme relation. Et c'est clair aussi, nous savons de notre propre expérience quand nous entretenons une bonne relation avec nous-mêmes, nos relations avec les autres vont bien. Et quand notre relation avec nous-mêmes est moins bonne, il semble que les choses se reflètent dans nos relations. La sangha, c'est comme un mur de miroir. On n'arrête pas de se voir, de voir notre propre reflet. Et quand on a des interactions difficiles, ça nous aide toujours de nous dire qu'est-ce qui se passe en moi qui est relié à cette interaction, avec ce problème. On a tendance à blâmer ou à penser que c'est de la faute de l'autre. On peut voir des choses intéressantes en faisant ça. On peut voir cette réaction que j'ai eue dans la réunion a provoqué une émotion assez forte en moi. Et peut-être une émotion un peu exagérée, un peu excessive, et disproportionnée par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi est-ce que je me suis mis tellement en colère? Pourquoi est-ce que je me suis senti tellement anxieux? Moi-même, je me suis trouvée dans des situations où de l'anxiété et de la peur se sont élevées. Et en fait, ça a commencé avec la colère. Je me sentais un peu mal par rapport à quelque chose et l'anxiété s'est élevée et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça me rappelle? D'une certaine façon, j'ai posé la question à ma conscience du tréfonds. À quoi ça me fait penser? Et j'ai attendu que quelque chose se manifeste. Et d'un seul coup, j'ai eu l'image de moi-même à l'école maternelle ou à la crèche. Quelque chose dont je m'étais jamais souvenu, mais d'un seul coup, ça a été comme un flash. Et j'attendais qu'on vienne me chercher. Mais ma maman était en retard ce jour-là. Et il y a une peur qui s'est élevée en moi. Et c'est intéressant de voir comment j'ai fait la connexion juste en me posant cette question. Ça m'a permis, juste cette interaction avec cette personne m'a permis de toucher quelque chose qui avait besoin d'être guéri. Et la guérison, c'est un processus, un chemin continuel. On ne va pas guérir tout
d'un jour à l'autre, juste avec une prise de conscience, une vision profonde. Chaque fois qu'on a une petite guérison, on en reçoit un peu plus d'énergie et de confiance et on se dit waouh, ça c'est un bon chemin. En fait, se comprendre soi-même, comprendre que ça vient de là, ça peut tellement nous aider. Savoir qu'on a une pratique d'embrasser, de nous embrasser, d'embrasser le petit garçon, la petite fille en nous. Quand on voit que ça se manifeste, on peut reconnaître qu'il y a de la souffrance qui vient de ce moment où nous étions petits. Et alors, on a l'occasion d'embrasser cette sensation de sourire grâce à la solidité que nous générons dans la pratique. On peut respirer dans cette émotion. Maintenant, nous savons que nous avons un chemin on a du bonheur et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de souffrir autant. Parce que la plus grande souffrance, c'est celle de ne pas avoir de chemin. Donc on peut ressentir beaucoup de gratitude d'avoir la pratique. Avant même d'avoir appliqué la pratique. Mais une fois qu'on en a fait l'expérience, à chaque fois, on ressent énormément de gratitude. J'ai aussi eu l'occasion, durant ces 3 mois, d'habitude on parle de retraite d'hiver, mais pour cette année, pour la première fois, on a fait notre retraite de 3 mois pendant l'automne. Donc j'ai fait une expérience pendant cette retraite de 3 mois. Je me suis reliée à l'adolescent de 14 ans, moi. Au moment où il se sentait très isolé, très seul, où il n'aimait plus l'école et où il se sentait il avait l'impression d'être dans un environnement hostile. Je sais ce qui s'est passé à ce moment-là et je pense que parfois ça se manifeste dans mes interactions. Mais j'ai pris du temps pour parler avec cet adolescent. Et il est venu et il s'est manifesté. Et il a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu as envie de passer du temps avec moi? Maintenant, je suis un adulte. Et il m'a dit, oh non, tu es trop occupé. Trop occupé. Il y a trop de choses qui se passent autour de toi. Et je t'ai déjà causé tellement de problèmes, je ne veux pas t'en poser plus. Je ne veux pas te prendre du temps. Et c'est vraiment fascinant d'entendre cette réponse. Et ça m'a donné vraiment de la compréhension sur moi-même. Parce que bien évidemment, il est part de moi. Alors je partage cela parce que c'est une partie de notre voyage, de notre chemin, pour guérir toutes les parts de nous, toutes les parties de nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur de nous, on a aussi une sangha, différentes voix. Et il faut aussi ramener l'harmonie
dans ces différentes voies à l'intérieur de nous. Et quand j'ai décidé de devenir moine, je me souviens que l'enseignant du Dharma, un enseignant du Dharma laïque d'Angleterre m'a dit avant de prendre ta décision, vérifie avec ta sangha à l'intérieur de toi, vérifie que tout le monde est en harmonie. C'est un vrai sangha karman. Il y avait des voix qui doutaient et j'ai dû leur dire s'il vous plaît, je vous entends, mais j'ai touché quelque chose de plus profond que le doute. Et donc les parties qui doutaient ont dû accepter. Dans la chrétienté, on parle de Thomas, l'apôtre Thomas qui doute. C'était cette voix-là en moi qui parlait. C'est un voyage fascinant, n'est-ce pas, que le chemin spirituel. Et on le fait ensemble. Être ensemble en tant que communauté amène beaucoup de joie, de vision profonde. C'est tellement riche. Certains d'entre nous s'éloignent et vont retourner dans le monde réel, entre guillemets. J'ai toujours trouvé ça un peu ironique d'utiliser ce terme, le monde réel. Parce qu'il semble que dans ce qu'on appelle le monde réel, les gens sont super occupés et sont complètement déconnectés de la réalité, tandis qu'ici, au village des Pruniers, on est en contact avec la réalité de ce qui se passe avec la nature. Mais certains d'entre nous vont partir du village et veulent maintenir leur pratique. Et pour maintenir la pratique, une chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est les relations qu'on a nouées ici, les garder dans notre cœur. Quand on pensera qu'on est isolé, on pourra se souvenir que ce n'est pas vrai, parce que les connexions que nous avons créées ici sont réelles. Elles ne sont pas sujettes à simplement se dissoudre parce qu'on est dans un autre endroit. Elles ne sont pas localisées. Elles ne dépendent pas d'un lieu précis. On se souvient toujours que la Sangha est derrière nous. Et certaines personnes le visualisent de façon diverse. J'ai mentionné l'étude d'Harvard. Elle dit aussi que la solitude, c'est la première cause de décès. La solitude tue. Et on est vraiment béni d'avoir tellement de conditions qui nous permettent de ne pas être seuls. Avec la pratique, d'être là pour nous-mêmes et d'apprendre aussi à être là pour les autres. Et on apprend à se connecter, à avoir des relations avec les autres. Parce que vous pouvez être dans une relation, vous pouvez avoir une famille avec beaucoup de gens. Mais comme le garçon de 14 ans que j'étais en pension, il y avait beaucoup de gens autour de moi. En fait, c'était peut-être pas très différent du village des Pruniers. On vivait dans un dortoir, on partageait la chambre. Mais je me sentais vraiment isolée et seule à ce moment précis de ma vie. Donc ce n'est pas vraiment une question d'être... c'est pas parce qu'on est avec des gens qu'on ne se sent pas seul. Et peut-être même au village des Pruniers, vous pouvez vous sentir seul si d'une certaine façon, vous n'êtes pas en bonne relation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Dans ce cas, quand ça se produit au village des pruniers, l'encouragement, c'est de rester. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir, de ne plus sourire. Je me souviens avoir lu que Thaï disait que les pissenlits gardent votre sourire. Ces fleurs sur le chemin, elles ont le sourire pour vous. Dans la Sangha, il peut arriver qu'on ne se sente pas bien, mais on devrait prendre conscience qu'il y a beaucoup d'amour et de soins. Les gens nous donnent l'espace, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas soin de nous. Parfois, l'attention vient d'une façon qu'on ne voudrait pas. Parfois, quelqu'un vient dans notre espace et essaye de nous secouer un peu et on n'a pas vraiment envie de ça. Peut-être que c'est un peu malhabile de la part de cette personne, mais pourtant, on peut reconnaître qu'il y avait une bonne intention, il y avait vraiment le désir de prendre soin dans cette maladresse. On a peut-être choisi des thèmes différents. Je sais que certains frères au Amodio ont étudié le sutra Anapanasati, par exemple, sutra de la pleine conscience de la respiration. Je sais que certains frères ont étudié les 40 principes du village des pruniers, ou bien les enseignements sur la manifestation seule. C'est le sujet que moi j'ai étudié. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Mais d'une certaine façon, ils se rejoignaient tous sur un point qui est comment entrer en relation avec moi, être là et vraiment comprendre ce qui se passe dans mon corps, dans mon esprit. Comment voir ma nature d'inter-être. Et Thaï a dit que juste en pratiquant le premier des exercices de l'Anapanasati, conscience de la respiration, ça suffit à toucher tous les autres aspects parce que tout est relié, tout inter-est. Quand on est en contact avec notre corps, quand je suis en contact avec mon corps, je me dis, je réalise cela. Quand je suis en contact avec mon corps, grâce à la respiration, je suis aussi naturellement conscient de mes sensations, de mes sentiments. Ils font partie de ce qui est en train de se passer. Il y a une correspondance dans le corps. Et bien sûr, les formations mentales aussi, la perception aussi, la conscience aussi. Je me souviens. On va écouter un son de cloche d'abord.
Je me demandais, une des premières retraites d'hiver à laquelle j'ai participé, je ne me souviens plus exactement laquelle, Tai a dit lors du premier enseignement de la retraite, cette retraite est l'occasion, et est une bonne occasion pour être là pour chaque formation mentale au moment où elle se manifeste. Et c'était... Et je me souviens, j'étais vraiment étonnée. Chaque formation mentale qui va se manifester, je serai là et je l'embrasserai, je la connaîtrai, je m'en occuperai. Et je pense que c'était une chose merveilleuse à mettre, à proposer comme but pour moi. Essayer d'être là pour ce qui se passe. D'être toujours conscient de quelle information mentale vient et part et observer l'impermanence de ces formations mentales. D'avoir conscience de ce qui se passe en moi, autour de moi, et d'avoir conscience de mes interactions aussi, de ce qui se passe lors de mes interactions. Mais parfois, on se retrouve, on oublie un peu, et on se retrouve un peu perdu. Et c'est comme quand on est assis sur le coussin, on se rend compte qu'on doit sans cesse revenir. Un des thèmes de la retraite de 3 mois cette année, c'était les 14 entraînements à la pleine conscience. Et celui qu'on m'a laissé, sur lequel je vais partager, c'est celui qui concerne l'action compatissante. Et ça a à voir avec les moyens d'existence juste, la protection de la vie, les moyens d'existence juste et la protection de la vie. Et la générosité. Ce sont les 11e, 12e et 13e entraînements à la pleine conscience des 14 entraînements. Les 14 entraînements à la pleine conscience sont... Tai les a écrits en 1964. Et il me semble qu'ils sont toujours aussi d'actualité aujourd'hui, même encore plus d'actualité. Ils ont été écrits à l'époque de la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Et ils ont été revus, corrigés, de façon à être de plus en plus appropriés à notre temps. Et de façon aussi à ajouter des visions profondes qui sont venues avec le temps. Par rapport à l'éthique. L'éthique est un grand sujet. Et les 5 entraînements à la pleine conscience et les 14 entraînements à la pleine conscience sont une contribution à ce que à ce qu'on espère être une éthique globale. Et ces entraînements n'ont pas besoin d'être religieux et n'ont pas besoin d'inclure des choses spécifiques au bouddhisme. Ils peuvent être traduits dans une langue telle que tout le monde puisse être à l'aise avec eux. En fait, ils sont universels. Ils parlent de choses universelles. Ils concernent l'amour. Ils concernent les actions, nos interactions.
des actions que l'on fait lorsqu'on est enraciné dans l'amour véritable. On sait que l'amour véritable a un certain nombre d'ingrédients. L'amour véritable contient la fraternité, la gentillesse, la bienveillance, la bonté aimante. L'amour véritable a cet élément d'amitié, d'amitié spirituelle, d'être là les uns pour les autres. L'amour véritable contient aussi l'élément de la compassion. On peut vraiment avoir de l'empathie pour l'autre, mais on n'est pas submergé par la souffrance. On peut être vraiment là, même quand quelqu'un souffre. On peut maintenir notre stabilité et être là pour cette personne et les aider. Et l'amour véritable contient aussi la joie. Sans joie, la joie, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la joie vient parfois, pousse parfois sur un terrain qui n'est pas habituel. Parfois, elle vient quand on est capable d'être avec notre souffrance et on se dit « Ah, mais ça c'est vraiment une joie. Je suis à l'endroit le plus important. C'est vraiment l'endroit où j'ai besoin d'être. Il faut que je sois là. C'est vraiment ce que je dois faire. » Donc même pendant que vous êtes en train de faire l'expérience de la souffrance, vous pouvez avoir en dessous de la joie. La joie n'est pas toujours quelque chose d'excité. C'est pas toujours de la gaieté. C'est pas la même chose. Il y a différentes expressions. Bien évidemment, les sourires. L'expression souriante de la joie est aussi excellente. J'ai dit à Fabio, juste avant d'arriver, juste avant de venir donner l'enseignement, je lui ai dit il faut que je rigole, il faut que je rie. J'ai besoin de générer cette énergie joyeuse avant l'enseignement. Parfois, on a besoin de ça. Parfois, je pense à quelque chose de drôle, juste pour générer la joie. Mais la joie véritable vient de l'amitié, des visions profondes, de notre pratique de la pleine conscience. C'est une joie très profonde dont nous avons besoin. Il y a aussi l'inclusivité, ce qu'on appelle parfois l'équanimité. On essaie de ne pas faire de nous-mêmes un champ de bataille. Même si on voit qu'une partie de nous qu'une partie de nous produit de la souffrance, provoque de la souffrance, fait des choses qui nous rend honteux, ça peut être une mauvaise habitude. Et on a parlé à quelqu'un d'une façon vraiment pas gentille, mais il faut continuer à avoir de la compassion pour cette part de nous. Et on peut se dire, j'accepte tout ce qui est là, j'aime et j'accepte tout ce qu'il y a en moi. Je sais qu'il y a des causes et des conditions qui font que je suis comme ça maintenant. Peut-être que je suis frustrée, mais alors j'accepte ma frustration. Voilà, je suis frustrée. Et quoi que ce soit qui se produise, vous dites, OK, si ça se produit, c'est OK. On accepte et on sourit à nos formations mentales. On essaye de générer la stabilité de façon à pouvoir être avec cette partie de nous sans être emporté par cette part de nous. Et c'est la même chose dans nos relations avec les autres, quand on se sent frustré ou agacé, énervé
avec les autres. C'est bien d'avoir cette capacité à inclure, à rester, à être là les uns pour les autres. Dans le discours sur l'amour, on est invité à étendre notre amour à tous les êtres vivants dans le cosmos. C'est immense. C'est un chant. Il y a Tai Faplin a écrit un nouveau chant qui a été enregistré dans le nouveau CD qui vient de sortir. Je suis très embarrassée par la vidéo qu'ils ont fait pour ce chant. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais ça m'a fait vraiment bizarre de me voir sur cette vidéo. J'étais vraiment très, très sincère, très pris dans le chant. Bon, enfin, dans ce chant, qui s'appelle il y a cette phrase qui manifeste cet esprit d'être attentif à tous ceux qu'on rencontre, comme si c'était des gens de notre propre famille. Et ce n'est pas au-delà de nos capacités. On sait que quand on va bien, quand on est dans un endroit en soi où on va bien, on peut avoir cette ouverture. Et il y a une citation que j'ai entendue. C'est un mari qui a dit ça après, qui a dit quelque chose à propos de sa femme qui revenait d'une retraite bouddhiste. Et il a dit, on lui a demandé, est-ce que vous avez remarqué quelque chose quand votre femme est revenue? Et il a dit, oui, elle est amoureuse de tout l'univers, mais de personne en particulier. Et je pense que ça signifiait qu'il faut faire attention d'être bien... donc cet amour... il faut faire attention de ne pas mettre les gens de côté. Je ressens tellement d'amour pour tout l'amour dans tout l'univers, mais je mets mon mari de côté. Donc c'est pour ça que la sangha est importante. On a une expression avec les baguettes. Pour nettoyer les baguettes, vous prenez plein de baguettes et au lieu de les laver individuellement, vous les frottez les unes contre les autres. La sangha, c'est ça. On se frotte les uns aux autres et ça nous ramène à la réalité. Je voulais partager aussi. J'ai eu un email de Christiana Figueras, qui est la personne qui a réuni 195 pays pour la COP21, pour les agréments de Paris. Elle est venue plusieurs fois au village des Pruniers, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, et elle a parlé plusieurs fois à des groupes Wake Up, qui viennent, des groupes de jeunes qui viennent ici pour les retraites. Elle est venue avec sa fille. Elle aime beaucoup le village des Pruniers. Quand elle travaillait, donc je lui ai envoyé un email et je lui ai demandé si elle était d'accord pour que je raconte cette histoire. Parce que alors qu'elle était en train de travailler, en train d'essayer de réunir, de rassembler ces pays pour la conférence pour la COP21 qui a eu lieu à Paris en 2015. Donc en ce moment, il y a la COP24 en Pologne qui se déroule juste ces jours-ci.
Mais donc là, c'était Christina qui était en train de travailler et elle était en train de se dire voilà, il y a une certaine harmonie dans la sangha du monde pour s'occuper du changement climatique et de voir que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher et faire quelque chose. Et ça a été vraiment un point de départ. Jusque-là, on n'avait pas réussi à arriver au starting block, au point de départ. Donc elle a été capable de réussir ça. Et elle a réussi à faire ça grâce aux enseignements de Thaï. Et elle a pratiqué l'écoute. Elle a dit que ça a été le facteur principal pour réussir. Écouter, comprendre vraiment quelle était la situation et quels étaient les obstacles en Arabie Saoudite, en Chine, quels étaient les obstacles que ces pays rencontraient pour signer les accords de Paris. Et donc dans les 5 années qui ont précédé, alors qu'elle était en train de travailler, il y a eu un moment où elle a eu une crise personnelle. Elle était à Bonn, en Allemagne. D'une certaine façon, miraculeusement, elle a entendu parler du village des pruniers. Jusque-là, elle n'avait jamais entendu parler du village des pruniers. Et quand elle a eu cette crise, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'aller quelque part. Elle se sentait vraiment en état de crise. Et elle a rencontré notre centre en Allemagne, qui était assez près, c'est près de Cologne. Et elle s'est inscrite en urgence et elle y est allée. Et personne ne savait qui elle était. Elle nous a dit que ça l'avait sauvée, que ça l'avait vraiment sauvée. Et les sœurs vietnamiennes, avec leur gentillesse, elle demeurait dans la résidence avec les sœurs. Et elle dit, elle ne savait pas qui j'étais, ses sœurs, et elle ne savait pas, elles ne savent pas ce qu'elles ont fait pour moi. Et je pense que c'est bien qu'on ne sache pas qui est là. Peut-être qu'on aurait peur si on savait. Les gens sont juste des retraitants. Peut-être qu'on aurait peur si on savait qui ils sont exactement. Donc, simplement la gentillesse, la joie a suffi à la soutenir et à la ramener à un état où elle a pu achever son travail et produire ce résultat merveilleux. Alors, nous ne savons jamais. On ne sait jamais ce que nos connexions très simples avec les autres, nos actions très simples, on ne sait jamais quels effets ils vont produire. Un premier niveau, on est juste là et on accueille les gens et on fait ce qu'on fait habituellement, notre pratique. Mais ça peut sauver quelqu'un. Et c'est valable pour tout le monde. Et c'est pas seulement Cristina Figueras qui est quelqu'un d'important, mais n'importe qui vient ici peut être sauvé. C'est vraiment précieux pour les gens de pouvoir venir ici et qu'on puisse les soutenir. Ce que nous faisons pour eux, on le fait aussi pour nous-mêmes. Un autre élément de l'amour, c'est la confiance. On sait qu'on est là les uns pour les autres. Et peut-être qu'il y a des moments où on va moins bien. Mais
En fait, la chose importante, c'est que dans le fond, on sait qu'on est là les uns pour les autres. Parfois, on ne peut pas aider. On se met en colère et on dit des choses qu'on regrette. Après, on n'est pas parfait. Et d'une certaine façon, on ne devrait pas essayer d'être trop parfait. Parfois, vous savez, quand vous perdez un peu de votre conscience, c'est là que vous arrivez à avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Et c'est pas toujours bien parfait d'être là en train de pratiquer la parole aimante. Mais l'intention, c'est vraiment d'avoir la parole aimante. Et sans ça, on échouera. Et il s'agit vraiment d'être là pour s'écouter les uns les autres. La révérence, le respect, c'est aussi le nom d'un des enseignements dont je voulais parler. C'est cette qualité de respect. Si on veut protéger la Terre, il faut être amoureux de la Terre. Il faut avoir ce sens, cette connexion avec la Terre qui fait qu'on a ce sentiment d'émerveillement et de respect pour elle. Et c'est quelque chose que nous avons tous et que nous espérons tous. Et peut-être que comme il faut avoir du temps. Peut-être il faut. L'autre jour, j'étais en train de marcher. J'étais en train autour de lac à Shenha. Et c'était vraiment chouette et très boueux. Et il pleuvait. Et ça me rappelait de mes marches en Écosse. Il pleut souvent en Écosse. Mais c'était vraiment un beau souvenir. Et la terre était là. Et c'est comme si elle m'avait dit je suis là. Je suis patiente. Je suis là pour toi. La question, c'est vraiment de savoir si nous sommes disponibles pour la Terre. Donc c'est tellement important de construire nos relations, notre connexion avec la Terre-Mère. Pour moi, en Écosse, j'avais parfois ce sentiment quand je faisais des randonnées. Et parfois, je me disais, oh, vraiment, c'est non-verbal, mais il y a une vraie connexion entre moi et la Terre. J'ai fait cette expérience-là aussi au monastère du Parc des Serres en Californie, à Deer Park. Parfois, j'en fais l'expérience ici, peut-être un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ma faute aussi. C'est très beau ici aussi. Mais parfois, je fais des connexions très profondes et je pense que c'est parce que c'est parce qu'il y a quelque chose d'un peu sauvage et que je touche cela plus facilement quand je suis dans des endroits sauvages. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'endroits sauvages dans le monde. Depuis que je suis née, la moitié des animaux sauvages ont disparu. C'est des statistiques d'une association mondiale pour la vie animale. C'est vraiment une nouvelle très triste. Nous perdons
nos animaux sauvages et les espaces sauvages aussi de la Terre. J'ai été très inspirée de voir une femme, un couple qui ont une grande pièce de terre en Angleterre et ça fait 17 ans qu'ils essaient. Ça faisait 17 ans qu'ils essayaient de produire, de faire de l'agriculture intensive et ils n'arrivaient pas à faire de bénéfices. Mais d'un seul coup, ils ont rencontré une méthode qui leur permettait d'introduire des animaux sauvages. Vous savez, en Angleterre, il y a toutes sortes d'animaux, des faisans, il dit même des lions, mais je doute un peu. Je crois que j'ai pas bien compris le mot. Dans le passé. Donc ça fait bizarre de penser qu'il y avait des lions à Trafalgar Square, mais des vrais, pas en pierre. Donc elle parlait de rendre à nouveau sauvage dans cette terre, parce que ces animaux reformaient la terre. Et c'était un sol très boueux, et donc le fait que les animaux passent, ça redonne une certaine forme à la terre. Et le changement entre l'agriculture intensive à retourner à une terre assez sauvage, c'est exactement là où ma mère vit. Et maintenant, en fait, elle fait des safaris sur sa terre. C'est une régénération de la terre, contribue à la santé du pays. Et je pense qu'on a besoin de faire plus de choses comme ça. Et si on a besoin de gagner de l'argent, on peut faire autre chose. Si on continue à faire la même chose, en Angleterre, ils disent que la terre a été complètement appauvrie par l'agriculture intensive. Donc, cette idée de rendre la terre sauvage, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de bon pour le sol. En regardant les 14 entraînements pendant ces 3 mois, on s'est rendu compte qu'ils sont reliés les uns aux autres, qu'on les pratique ensemble. Et ils sont nés de la vision profonde de l'inter-être. Et quand on pratique, on les pratique dans cet esprit d'interrelation. Quand on a une vue éveillée, naturellement, on voudra aller dans la direction de la pratique des 14 entraînements. Et on les pratique parce qu'on sait qu'ils sont au cœur de la vie et avec amour. Et ils sont l'expression de notre amour et de notre vision profonde. Quand on regarde ces 3, le 11e, le 12e et le 13e, on voit qu'ils sont aussi reliés avec beaucoup de souffrances, des dommages créés par la guerre, l'exploitation, l'injustice sociale. Et ça peut être vraiment submergent de voir ces souffrances parce qu'elles sont immenses. Elles sont vraiment vastes. Le dernier rapport de l'organisation qui observe le climat. Donc les 12 années qui viennent vont être vraiment cruciales
pour éviter des changements radicaux. Il faut éviter que les températures augmentent trop. Il faudrait les ramener à 1,5 degré, ramener l'augmentation à 1,5 degré. La transformation de la société pour la transition, c'est une tâche massive. En termes de technologie, en termes techniques, nous pouvons peut-être le faire. J'ai vu quelqu'un, un technicien qui dit si on va en Chine, la Chine, parce qu'elle a beaucoup de terre, beaucoup de terrain, pourrait produire de l'énergie solaire pour toute l'humanité. Mais je pense que quand on reçoit ce genre de rapport, on a l'impression qu'on a le sens de l'urgence. En fait, il y a un sens d'urgence qui s'élève en nous. On a un sentiment d'urgence. Et il faut le nommer. Et il y a de la peur aussi qui s'élève. Et peut-être du désespoir. Parce qu'on se dit, oh, c'est pas possible. Et sur le plan politique, ça paraît pas très réalisable. Les politiciens ne sont pas capables de maîtriser la situation. Je pense qu'en Pologne, ils se sont réunis pendant la COP24 et ils n'ont pas réussi à accepter ce rapport et à agir à partir de ce rapport. Donc, si on ne peut pas s'appuyer sur les politiciens, il faut revenir à un niveau plus local, peut-être juste au niveau des pruniers. Il faut utiliser l'énergie solaire. Il faut que nous soyons le changement qui doit advenir. Et on fait déjà une chose importante, une des choses les plus importantes, une des choses recommandées, et il faudrait que ça puisse, c'est d'être vegan. Un régime à base de plantes, une alimentation à base de plantes, c'est la contribution la plus importante qu'on peut faire pour réduire le niveau d'émissions de carbone, de CO2. L'impact de l'industrie animale est énorme. C'est pas très étonnant quand vous considérez les nombres qui sont engagés. Il y a 7 billions d'animaux. Il y a 10 fois plus d'animaux que d'humains. Et le nombre d'animaux augmente. Donc il faut vraiment réduire drastiquement. Je ne pense pas que l'industrie de la viande va disparaître, mais avec notre éveil collectif, avec notre vision profonde collective, qui doit devenir globale. Mais en fait, nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut, notre part. Si vous mangez de la viande et que vous venez au village des pruniers, disons, pendant 10 jours, c'est un calcul rapide, mais vous économisez à peu près... imaginons que vous mangiez un steak tous les jours. En venant au village des pruniers et en mangeant une alimentation végane, vous économisez 1 tonne d'émissions de carbone. Donc on fait bien plus en suivant une alimentation végane que par exemple en changeant nos moyens de transport.
je parlais avec Tai Phap Yung et on plaisantait. C'est comment est-ce qu'on peut empêcher les moines de prendre l'avion, parce que vous savez, on prend l'avion pour aller à différents endroits. On fait des choses très bien jusqu'à maintenant, mais par exemple, il y a un voyage en Ouganda au mois de janvier, et ils vont vraiment s'occuper de choses très importantes qui se passent en Ouganda avec, par rapport à la violence à l'école, des choses comme ça. Donc, on veut vraiment y aller. Alors on se demandait comment est-ce qu'on peut faire. Chaque fois que quelqu'un nous invite, il faudrait à l'étranger, il faudrait planter un arbre. Et peut-être que les gens Tai Phap Yung disait peut-être que les gens qui nous invitent, il faudrait qu'ils deviennent vegan pendant 10 jours. Enfin, il faut être créatif. Comment est-ce qu'on peut arriver à une émission de zéro carbone au village des Pruniers en 2025? On peut regarder, il faut voir ce qu'on peut faire. Mais ce sentiment d'urgence et de peur est très réel et il génère une énergie qu'on a envie de faire quelque chose d'actif, mais c'est pas toujours durable. Il y a peut-être de la peur et de la colère dans cette énergie. Si nous voulons pratiquer l'action compatissante, il faut aussi inclure ceux qui apparemment font des choses mal. Il ne faut pas les exclure de notre compassion. En fait, c'est une tragédie qui est en train de se jouer et tout le monde est dans la tragédie. On joue tous notre rôle dedans. Si vous prenez l'avion et que l'avion va s'écraser, je suis désolée, c'est un exemple horrible. Je suis désolée, ça vient de me venir à l'esprit. Ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. Voilà, que vous soyez en seconde classe ou en première classe, l'avion s'écrase. Donc il faut avoir de la compassion. Il y a toujours des causes et des conditions. Pourquoi est-ce que les gens sont dans cette situation? Et peut-être qu'avec notre bonté aimante, qui s'opposent à notre colère, peut-être qu'on peut toucher leur cœur. Frère Dao Kin a dit qu'il y a un avocat qui est venu au village des Pruniers et il a parlé avec lui, et à la fin de son séjour, cet avocat qui travaillait pour l'industrie alimentaire ne voulait plus continuer à travailler dans ce domaine. Vous venez au village des Pruniers, vous touchez quelque chose, une certaine paix, et peut-être que ça peut suffire à toucher le cœur humain. Je me suis dit que c'était bien que je n'ai pas rencontré cet avocat, parce que je pense que je lui aurais dit plein de choses. Et c'est bien c'est bien que personne ne sache qui il était. Il a pu toucher la paix et le bonheur de connexion réelle. Et ainsi, il arrive à un point où il ne voulait plus défendre des choses qui produisent de la souffrance. Nous savons qu'un changement important doit se produire et ça peut faire peur. Et nous ne savons pas si nous allons y arriver au sens où on va peut-être pas réussir à tout garder OK. Peut-être qu'on va devoir faire face à beaucoup de difficultés dans le futur. Et il y a peut-être des moments effrayants devant nous pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations à venir. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre des choses difficiles, à moins que nous puissions agir radicalement maintenant. Et on ne parle que du changement climatique, on n'aborde pas d'autres sujets. Donc ce sentiment d'urgence peut être bon, mais il faut vraiment l'inclure dans notre pratique aussi.
Je me souviens que Thai, quand il était à Singapour, il essayait d'aider les boat people dans les années 70 et les autorités se sont rendues compte de ce qu'il était en train de faire, qu'il était en train d'essayer de sauver 800, 700 personnes des bateaux qui essayaient d'aller en Australie. Et les autorités ont demandé à Thai de partir dans les 24 heures. Et ce sentiment d'urgence est venu en Thaï très fort. Il savait que la chose la plus importante dont il avait besoin à ce moment-là, c'était la paix. Donc il a pratiqué toute la nuit la marche méditative. Et il s'est dit, si je ne peux pas avoir de la paix, maintenant, tous les moments de paix dont j'ai pu faire l'expérience quand je suis assis dans la salle de méditation, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut rien dire. J'en ai besoin de paix maintenant. Et après, il a écrit la calligraphie. Si vous voulez la paix est là immédiatement. Parce qu'au cœur de l'urgence, il a été capable de retrouver sa paix. Et à partir de ce sentiment de paix, il a été capable d'agir. Et d'agir avec compassion, d'agir avec lucidité, avec calme. Alors, parce que la situation est tellement urgente, parce que la peur est là, il faut vraiment pratiquer. Il faut trouver la paix et après agir. Bien sûr, il faut avoir l'amour à la base. En termes de l'entraînement qui parle de la souffrance causée par la guerre, les conflits, on peut être touché par ça. Et je voudrais parler d'une amie, Annie, qui a aidé pendant la guerre au Libéria. C'est quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre. Elle a eu 10 enfants. Elle a été réfugiée en Côte d'Ivoire pendant la guerre civile. Elle est revenue dans son pays à pied. Sa maison avait été brûlée, mais elle est revenue quand même avec l'intention de travailler pour la paix au Libéria. Et elle est devenue un mouvement important, un membre important d'un mouvement de femmes qui incluait à la fois des musulmanes et des chrétiennes. Elles se sont rassemblées. Elles n'avaient aucune ressource, elles n'avaient que leur voix et elles sont mises à chanter pour la paix. Et à la fin, elles ont reçu une reconnaissance internationale et elles ont réussi à ramener la paix après 15 ans de guerre civile. Une situation qui semblait sans fin. Et le travail de paix, bien évidemment, a continué après la guerre. Et elle a fait des choses tellement incroyables. Et une des raisons pour laquelle je la mentionne, c'est qu'elle ne connaissait pas la pratique à ce moment-là. Mais d'une certaine façon, à travers ses racines chrétiennes, en allant à l'église, elle est entrée en contact. Elle a demandé à Dieu d'avoir la paix dans son cœur, d'avoir du courage. Et elle est allée faire face à la situation, toutes sortes de situations, dont des hommes armés, et elle les a rencontrés en tant que mère. Et ce qu'elle m'a raconté, je suis allée les voir avec une énergie maternelle. Et c'est ce qu'on dit dans le discours sur le bonheur.
comme une mère aime son unique enfant. Elle est allée dans cet esprit rencontrer les guerriers et elle n'a pas fait l'expérience de la peur dans ces moments-là. C'est un autre exemple de comment, dans une situation un peu folle, quand on peut être en contact avec la non-peur et la paix et la compassion, nous sommes protégés. Il y a aussi la souffrance causée par l'exploitation. On sait qu'il y a des situations de misère matérielle et la connexion avec l'alimentation végane. C'est que toutes les terres qu'on utilise pour l'alimentation des animaux étaient utilisées pour nourrir des personnes. Donc on a l'impression qu'il y a une certaine pression au niveau des ressources de la terre et de l'eau, mais en fait on peut changer les choses. Donc je veux vraiment souligner ça. Quand on sort du village, peut-être on peut peut-être porter la lumière que l'on a trouvée. Nous savons que nos actions sont importantes. Mère Teresa disait que ce n'est pas un acte héroïque d'amour qui compte. Ce n'est pas Superman qui agit. Les choses importantes, c'est les petits actes commis avec beaucoup d'amour. Donc, avoir l'esprit de faire les choses avec beaucoup d'amour, nos paroles, nos actions. Il faut faire confiance en ça et laisser cette énergie nous porter. Donc, quand on va dans le monde, quand nous sortons du village des pruniers, souvenons-nous de l'importance de l'amitié spirituelle, de rester en contact dans votre cœur, de trouver une sangha, de revenir quand vous en aurez besoin. Sachez que vos actions font la différence. Même si vous avez une pensée qui est peut-être pas une pensée de un peu, vous pensez que c'est un peu désespéré, mais vous pouvez le faire quand même, et vous pouvez le faire avec amour et avec le sens de c'est ce que moi je veux être, c'est ce que je veux faire, parce que dans la dimension ultime, ce que nous sommes, c'est la réalité. En fait, on ne sait pas vraiment quels sont les effets de nos actions. Donc il faut vraiment faire confiance
faire confiance à l'amour, faire confiance à la pratique, à l'action qui est faite sans peur et avec paix. Et on sait qu'on a besoin aussi les uns des autres. Quand nous avons les uns les autres, on peut faire des choses incroyables ensemble et on les fait avec beaucoup de joie. Ce n'est pas une charge, un poids. Être végétarien au village des pruniers, c'est facile, hein, parce que ça peut être délicieux. Alors merci de votre pratique, merci de prendre soin de vous-même, de vous comprendre et de voir votre nature d'inter-être, de voir que la souffrance des autres n'est pas séparée de votre souffrance. Merci de votre inclusivité, de votre gentillesse, de votre absence de peur.